j'ai écouté récemment un auteur de science-fiction, Alain Damasio, qui opposait au transhumanisme le transhumanisme. Et pour lui, le faire, l'augmentation du pouvoir que les technologies peuvent nous donner, et tous les services que nous utilisons au quotidien, pour lui ne sont qu'un gadget. Si nos puissances intérieures, telles que Spinoza l'avait décrit, se déclinent dans une proportion inverse. Et il y avait des exemples très, très simples, que je suis un grand technophile, mais je me pose aussi beaucoup de questions. Prenons l'exemple de tous ces trackers d'activité que vous utilisez tous au quotidien, je pense aujourd'hui, beaucoup d'entre vous en tout cas. On peut se poser la question si, avec ces trackers, les gens aujourd'hui, ou des gens qui font leur entraînement, trouvent effectivement très intéressant d'utiliser au quotidien. Mais j'ai l'impression parfois, en discutant avec certains d'entre eux, qu'ils oublient même d'écouter finalement leur corps, leur rythme cardiaque, leur niveau de respiration, leur fatigue, et qui sont, je pense, un peu obsédés parfois avec le donné. Et je pense que le faire, la sensibilité, la connaissance de soi, la sensibilité, nos sens ouverts sont très importants. Pareil pour le GPS, ça nous rend beaucoup de services, mais on arrive dans une ville nouvelle, par exemple, pour une première fois, eh bien on perd aussi cette sensibilité de la découverte. On est focalisé sur notre GPS qui va nous dire d'aller à droite, à gauche, de continuer tout droit, mais vous oubliez finalement de découvrir la ville, de regarder le petit endroit très sympathique, ce petit restaurant ici avec cette belle terrasse, et finalement ça aussi c'est notre humanité, et je pense qu'il ne faut pas enlever tout cela. Je vais rebondir sur un aspect positif. Donc, je suis un entrepreneur qui a créé une jeune société dans le domaine de la e-santé. Et donc, je suis très fier ici d'avoir énormément de juristes, parce que je peux vous dire que depuis la création de cette entreprise, je travaille beaucoup avec beaucoup de juristes de types différents, à la fois sur les contrats, à la fois sur tout ce qui est données de santé, à la fois sur tout ce qui est levée de fonds. Et vraiment, je vous remercie beaucoup, en tout cas tous les avocats, parce que sans vous, ça serait très difficile de faire croître cette entreprise. InElife, c'est une start-up dans le domaine de la e-santé et spécialement dans le domaine de la prévention. On sait aujourd'hui que la vie moderne, donc encore une fois, peut-être les évolutions technologiques ont aussi des travers, et notamment beaucoup de facteurs de risque aujourd'hui ont fait que les maladies d'aujourd'hui ne sont plus des maladies infectieuses, mais des maladies chroniques, et qui pour la plupart sont évitables. Donc vous connaissez par ces chiffres de gens qui sont en surpoids, qui sont sédentaires, qui sont stressés, qui sont fumeurs, qui boivent de l'alcool, tous ces facteurs de risque finalement évitables et qui déclenchent pourtant 2/3 de nos maladies. Ces maladies chroniques représentant aujourd'hui à peu près 70-75% de la dépense maladie. Et donc notre vision à nous, c'est d'essayer d'aider finalement les personnes à devenir acteurs de leur santé pour qu'ils puissent, au fur et à mesure, avec des programmes très, très spécialisés et très individualisés pour eux, eh bien, de pouvoir réduire ces risques. Alors ce qui est intéressant aussi, et là ça va donner aussi une note d'espoir, c'est que dans cette société, on a beaucoup de technophiles, beaucoup d'ingénieurs, des gens très solutionnistes, mais aussi souvent des geeks très résistants, parfois à l'usage de certaines technologies, même à Google ou d'autres. Ils sont sur des réseaux Unix par exemple, ils vont dans des réseaux parallèles, et donc ce sont des opposants qui, je pense, l'être humain, à un moment ou à un autre, s'opposera à trop d'évolution, je pense en tout cas. Et dans nos équipes, on mélange à la fois le médical, la technologie, le créatif, pour justement pouvoir proposer des solutions qui soient les plus agréables en termes d'expérience utilisateur et les plus scientifiques possibles pour aider nos utilisateurs. La vision à la création d'entreprise, pour nous, c'était de penser que la prévention, elle est aussi importante que le soin. Elle a souvent été négligée. Vous savez qu'en Chine, souvent, les médecins, finalement, sont payés pour ne pas tomber malade. Lorsque vous tombez malade, eh bien, vous ne payez pas. Mais la prévention a un rôle très important, très négligé, par une médecine qui est devenue très technique et finalement très orientée vers le soin. L'importance aujourd'hui, et c'est un vivier qui est totalement inexploité finalement par le monde médical, l'univers de la santé, c'est d'engager, de capaciter les patients à devenir acteurs de leur santé. Aujourd'hui, vous allez voir votre médecin pour une pathologie ou il va vous donner des médicaments, il va essayer de vous arranger tout ça, mais finalement, il passe très peu de temps, parce qu'il n'en a pas de temps de toute façon, pour s'occuper de vous et de vous dire, ben oui, mais vous pourriez éviter telle ou telle chose
en faisant plus attention à vous, en arrêtant de fumer par exemple, en faisant plus d'activité physique. Alors, il va peut-être vous donner la recommandation, mais derrière, il sera difficile pour lui de vous suivre et de vous motiver. Et ça, c'est un point très important. Un autre aspect, c'est que la connaissance aujourd'hui, elle est beaucoup plus ouverte. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez avoir des tas d'informations, notamment dans le domaine de la santé. Alors ça peut être parfois de la mauvaise information. Donc il est important de partager de l'information et de la connaissance, mais une connaissance qui soit individualisée à vos besoins. Un autre aspect important pour nous, c'est l'approche globale de la personne. Vous êtes à la fois, vous avez un corps, vous avez un esprit, les deux sont très reliés, et nous avons, dès le développement de nos produits, cette approche très globale de la personne, travailler de manière holistique. L'autre point, ça revient à ce que je disais sur la connaissance, le partage de la connaissance, c'est de pouvoir offrir aux gens, et c'est ce que vous ne le retrouverez pas nécessairement sur Google, une guidance très personnalisée. Une guidance qui est orientée par rapport à vos préoccupations. Une guidance aussi qui peut être faite par rapport à ces objets connectés dont je vous parlais, où on peut leur donner de l'intelligence, parce que nous, on peut donner la capacité d'interpréter les données et donc de personnaliser un peu plus vos conseils. Et enfin, et ça c'est un grand espoir pour nous, mais je pense qu'aujourd'hui nous n'en sommes pas encore là, mais en tout cas on suit avec intérêt les évolutions des systèmes de santé. On imagine les systèmes de santé de demain beaucoup plus collaboratifs, où le patient va être au centre, et il va être dans une relation très différente avec le médecin, et où on va donner aussi beaucoup plus de valeur au non médical, au paramédical, dans un rôle de coordination notamment et de soutien. Alors on parle beaucoup des médecines, des 4P de la médecine, on en a parlé tout à l'heure, notamment prédictive avec la génétique, mais elle peut être aussi prédictive par la donnée, participative avec les objets connectés, et tout le côté social d'aller partager ces données avec d'autres, personnalisée grâce à des armes décisionnelles. C'est vrai que l'algorithme aujourd'hui, on peut personnaliser beaucoup d'informations, et préventive, c'est effectivement la vision que nous avons depuis le début. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, INILIFE est une société qui est née au Luxembourg et qui s'est développée assez rapidement. Nous travaillons déjà en Suisse et en France. Et c'est une application qui combine, je dirais, tout ce qui est analyse de données, beaucoup de contenu, beaucoup de gamification et du social. Alors je vais vous l'expliquer en quelques mots. Donc vous démarrez votre expérience sur INILIFE par une première évaluation qui va vous permettre d'identifier vos facteurs de risque, connaître votre santé perçue, la comparer avec la réalité de vos risques santé. Et c'est la première étape finalement pour apprendre à vous connaître, mais aussi pour nous apprendre à vous connaître, pour finalement vous guider, vous aider à faire des choix. Donc derrière ces scores santé, on a développé beaucoup de programmes, toujours de manière très holistique, très personnalisés finalement à vos besoins. Nous allons travailler à la fois l'activité physique, la nutrition, tout le côté de la santé émotionnelle, votre stress, votre anxiété, l'estime de soi. Et également, on a mis en place, à partir de vos données, à partir de votre historique personnel ou historique familial, eh bien, une guidance très personnalisée en clinique préventive. Eh bien, de vous alerter que par rapport à vos facteurs de risque, à votre âge, à votre sexe, voici les examens qui vous seraient recommandés, voici les dépistages qui vous seraient recommandés, et on vous suit dans le temps. Une autre approche pour nous, c'est de fournir des contenus, et des contenus de qualité. Donc pour nous, c'est vrai que depuis le début, nous sommes entourés de médecins, et nous proposons toujours, au sein d'INILIFE, dans cette application, des contenus qui sont validés scientifiquement. Riches également, puisque vous pouvez à tout moment décider d'aller sur une activité ou une autre. Vous avez envie de faire une minute de séance de méditation, par exemple, d'apprendre à mieux respirer. Vous souhaitez faire quelques exercices, par exemple, le fameux 7 minutes, je ne sais pas si vous le connaissez, pour un petit peu renforcer vos muscles. Vous pouvez également avoir des audios différents dans les domaines de la relaxation. On est compatible effectivement avec des objets connectés, c'est un point important pour nous. Mais ce qu'il faut savoir dans les objets connectés aujourd'hui, je ne sais pas s'il en sort énormément, je crois qu'il y en avait plus de 200 qui ont encore été lancés au CES de Las Vegas, mais finalement peu innovants pour la plupart parce que ce ne sont que des répétitions d'objets qui existent avec peut-être des algorithmes plus sophistiqués ou un capteur un peu plus sophistiqué. Mais il y a des taux d'abandon, je crois, de 33% au bout de 6 mois et plus de 50% au bout d'un an. Pourquoi? Parce que la donnée n'est pas nécessairement actionnée pour l'utilisateur. Et là, un point sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est de pouvoir interpréter cette donnée-là pour réellement vous aider à passer à des caps et donc s'adapter à votre rythme.
Alors aussi, ce qui était très important pour nous, c'est je dirais le design et l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on a développé une carte santé, donc par rapport à différents facteurs de risque en prévention primaire et en prévention secondaire. Et donc on vous situe toujours de manière très très visuelle pour que vous puissiez rapidement comprendre ce qui se passe. Donc là vous avez par exemple des exemples dans la santé émotionnelle avec une iconographie et un visuel qui permet de comprendre très rapidement. Également, vous connaissez les examens de laboratoire qui sont souvent des pages blanches avec noir et blanc ce qui est votre résultat. Eh bien nous les mettons de manière très graphique pour vous situer dans les zones. Est-ce que c'est une bonne zone, pas une bonne zone, et vous expliquer comment vous pourriez réduire vos risques par rapport notamment à vos examens de laboratoire. Alors comment nous fonctionnons en termes, et vous êtes avocat, vous allez peut-être me poser beaucoup de questions sur le sujet. Aujourd'hui, nos clients sont payeurs, on va dire, sont les compagnies d'assurance. Donc nous travaillons avec des compagnies d'assurance en Suisse et en France aujourd'hui, qui veulent innover, qui veulent avoir une relation beaucoup plus personnelle avec leurs utilisateurs, avec leurs membres, qui veulent les aider aussi dans les domaines de la prévention et qui veulent également avoir beaucoup plus de prédictifs pour eux pour pouvoir mieux gérer leurs risques. Alors je vous rassure, au niveau des données, alors sur la France par exemple, je pense qu'on a un des systèmes les plus durs dans le domaine des données. Donc nous sommes hébergés sur un hébergeur de données de santé, hébergeur agréé par l'État. Nous mettons en place, nous, à l'intérieur de l'entreprise, beaucoup de procédures au niveau de l'accès à nos postes et également l'ensemble de nos données sont cryptées. Au niveau de la privacy, donc les données sont anonymisées, donc personne n'a accès à ces données personnelles. On peut avoir accès à des données macro, mais pas du tout personnelles. Et on suit avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est dit tout à l'heure, notamment, on attend, je pense, avec impatience en tant qu'entrepreneur, les recommandations européennes qu'il va y avoir au niveau de la protection des données. On a suivi les débats récents et on a déjà intégré certaines choses de ces débats, et notamment au niveau de vos paramètres de confidentialité à l'intérieur de l'application. Elles sont maintenant d'office toutes mises sur privé, c'est-à-dire non visibles par les autres utilisateurs. Un aspect important pour nous, dans la création d'InnyLife, on ne veut pas monétiser la donnée. Nous, la donnée, elle est faite pour vous aider en tant qu'utilisateur. On n'est pas là pour la monétiser, de toute façon, on n'y a pas vraiment accès. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, face à ces données, et je pense que c'est se poser des questions sur ça. On a toujours très peur lorsqu'on parle de données de santé, mais la donnée de santé, elle est quand même importante. Le big data aujourd'hui nous permet d'interpréter des données, nous permet de faire des programmes de recherche, et je pense que le fait que les utilisateurs aujourd'hui, par les objets connectés, par l'utilisation de ce type d'application, génèrent de la donnée, si cette donnée anonymisée peut être mise à disposition de la recherche, de l'épidémiologie ou du suivi des maladies chroniques, ben je pense que c'est une avancée. Alors nous sommes une société qui a des ambitions, bien sûr. Un des premiers points sur lesquels on voudra aller, c'est d'aller vers de la prévention tertiaire, mais pour ça, il faut que les organisations des systèmes de santé changent. Donc on suit avec intérêt ce que je vous disais tout à l'heure. Notre application permet déjà d'avoir une première approche de prise de conscience, mais on sait que pour résoudre certaines problématiques, il faut, je pense, avoir des applications plus verticales. Et nous travaillons aujourd'hui sur des applications mobiles, notamment en alcoolologie et en santé mentale, notamment liées à tout ce qui est l'anxiété. On veut également travailler beaucoup plus l'intelligence artificielle. On a mis aujourd'hui déjà en place des arbres décisionnels qui permettent de personnaliser de la guidance et des conseils, mais nous souhaiterions arriver vers plus de machine learning, donc être moins intrusif, mais apprendre au fur et à mesure de nos utilisateurs. J'étais récemment sur Nice, un séminaire sur les smart cities. Il y a énormément de connecteurs qui se mettent en place dans nos villes aujourd'hui, des connecteurs liés à la pollution, liés au pollen par exemple. Et ce que nous souhaitons faire, et nous avons des prototypes qui se mettent en place, eh bien, c'est de pouvoir connecter finalement à nos applications ce type de senseurs et de pouvoir alerter les personnes qui auraient soit des allergies, soit des pathologies respiratoires, et bien de leur dire attention, demain peut-être il y aura tel et tel événement de pollution ou tel et tel événement allergique, et leur donner les bonnes recommandations. Et enfin, et ça c'est un point important pour nous, on ne croit pas au tout digital et au tout virtuel. Je ne crois pas que les médecins seront remplacés demain par les machines, et je ne pense pas que les avocats seront nécessairement remplacés aussi par des machines, parce que l'humain, et moi je le vois avec mon médecin ou avec mon avocat, est très très important dans la relation. Le médecin,
dans sa relation avec le patient est essentielle et jamais une machine ne pourra remplacer cette proximité, cette sensibilité d'être face à face, de pouvoir engager une conversation, de se regarder, de voir la gestuelle. Ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants qu'une machine ne remplacera jamais. Ni même nos algorithmes. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir mettre en place plus de connexions à l'intérieur de cette plateforme avec le monde réel, en poussant des services qui sont de proximité, en incitant les personnes finalement aussi à se rencontrer. Et ça, je pense que c'est un point très essentiel. Donc moi, mon développement d'aujourd'hui, mon sujet, c'était de vous montrer comment en pratique, en tant qu'entrepreneur, on a mis en place finalement des solutions dans les domaines de la e-santé. C'est un domaine qui est extrêmement prometteur. Il se passe beaucoup de choses. Je pense que ces systèmes de santé sont en pleine disruption, comme on dit, et il y a énormément d'opportunités sur ces marchés-là. Il y a énormément de problématiques liées effectivement aux données, comment les utiliser, à qui elles appartiennent, est-ce qu'elles vont être monétisées, pas monétisées. Il faut se poser les bonnes questions, il faut un cadre réglementaire pour qu'on puisse avancer sur ces sujets-là, sans crainte pour les utilisateurs et sans crainte également pour les entrepreneurs. Voilà, je vous remercie.